Cube Radio. Épilogue. Bienvenue à notre deuxième épisode sur la crise du verglas. Je suis Benjamin Tremblay et je suis en compagnie de mon collègue Denis Martel. Salut Denis. Salut Ben. Aujourd'hui, on poursuit l'histoire où on s'est arrêté dans le premier épisode. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté le premier épisode, on vous recommande fortement de retourner en arrière et de l'écouter en premier. Alors, dans le premier épisode, on a su comment les employés d'Hydro-Québec étaient portés par une grande fierté et même un enthousiasme. Pour certains, la crise a duré 2 semaines, mais pour d'autres, comme le père d'André Caillé, ils ont dû attendre 6 semaines avant de avoir de l'électricité. C'est certain qu'être le père du PDG d'Hydro-Québec et puis manquer encore d'électricité après 6 semaines, c'est facile d'imaginer qu'on pouvait être la risée de tout le monde. Surtout que son fils était à tous les jours en conférence de presse à la télé avec le premier ministre Lucien Bouchard. Moi je parlais à mon père chaque jour. Ou presque chaque jour. On a sauté des jours sûrement, surtout durant le verglas. Je parlais, mettons, à tous les 2 jours. Deuxième semaine, il dit, là, j'ai installé ma génératrice avec mon tracteur. Ça va, ça fait beaucoup de bruit, j'ai la misère à dormir, mais évidemment, t'es bien mieux de t'occuper du monde de Montréal, puis de Saint-Jean, puis la ville la plus proche, c'est Saint-Jean. Et, alors Chambly, tu t'occupes de ce monde-là, puis moi, OK, m'endurer le bruit de ma génératrice. 1 semaine plus tard, là, il dit, tu t'occupes de bien du monde. Il y a bien du monde qui ont été rétablis. Je vois ça. J'imagine que vous venez pas chez nous à cause vous avez peur d'être accusé de favoritisme. Je comprends ça. Et il me dit, je comprends ça. 6 semaines plus tard, là, ça a vraiment changé. Là, il dit, ça va faire. Je pense que je suis le dernier. Je suis la risée de tout le monde, qui m'a dit. Alors, c'est comme ça que ça finit. Là, j'ai dit, j'ai demi derrière le rebrancher, parce que là, on va discuter. Il disputait son fils. Ouais, là, il dit, ça va faire. Ça a commencé comme ça va faire, là. Tu sais, c'est correct les autres, là, mais je suis devenu la risée de tout le monde. Aujourd'hui, comment la crise du verglas s'est transformée en leçon de solidarité? Comment tout le monde a mis l'épaule à la roue pour faire en sorte que la crise puisse prendre fin le plus rapidement possible? Mais avant de raconter comment même le logo d'Hydro-Québec a été éteint au centre-ville de Montréal par solidarité, revenons un peu à l'état d'urgence. Lorsque l'état d'urgence est déclaré, la gestion de crise passe à un autre niveau. 3000 militaires arrivent à Montréal pour déglacer, ramasser des branches, mais aussi pour mettre debout le réseau d'Hydro-Québec. Ils transportent l'équipement pour les nouvelles lignes, ils disposent sécuritairement de celles qui sont effondrées ou dangereuses. C'est l'opération Récupération, le plus grand déploiement de troupes en temps de paix dans toute l'histoire du Canada. Le 9 janvier, c'est le vendredi noir. La dernière vague de pluie verglaçante est terminée. Le centre-ville de Montréal est sans électricité. Le métro est arrêté. Tous les ponts sont fermés vers la rive sud, sauf un, le tunnel La Fontaine. La situation devient carrément dangereuse. En fait, même les usines de filtration d'eau de la ville sont arrêtées. Il n'y a plus de pression. Dans le War Room de Lucien Bouchard, on commence à être extrêmement nerveux. Il y a de la tension dans l'air puisqu'on sait que la ville a seulement quelques jours d'eau potable dans ses réservoirs. On réussit finalement à alimenter une usine avec une ligne désaffectée d'hydro. On évite de près le scénario catastrophe. L'évacuation de 1 million de Montréalais. Le 10 janvier, c'est la fin de la tempête. La moitié de la population du Québec est sans électricité. C'est la reconstruction qui commence, mais les Québécois sont sous le choc, traumatisés. 24 000 poteaux sont tombés, 900 pylônes en acier, 3000 kilomètres de lignes sont à reconstruire. Le Québec appelle à l'aide, et plusieurs répondent à l'appel. 1250 monteurs de lignes arrivent en urgence des États-Unis pour prêter main forte. Le gouvernement du Québec met sur pied l'opération Verglas pour venir en aide aux sinistrés de manière prioritaire. Le problème, c'est la dimension de la catastrophe.
Les ressources régulières de l'État québécois sont saturées. Le 11 janvier, les centres d'hébergement du gouvernement sont sur le point de déborder. Le premier ministre Lucien Bouchard fait une sortie et appelle à la solidarité du peuple québécois. Aujourd'hui, on vous raconte qu'au moment où l'état d'urgence est déclaré à Montréal, pour les cadres et pour les gens aux communications à Hydro-Québec, c'est difficile d'imaginer comment la crise pourrait se terminer. Mais aussi, dans quel état serait la population et le Québec à la fin de la crise? Parce qu'il faut se rappeler d'une chose, comme l'explique Steve Flanagan, le porte-parole d'Hydro-Québec, pendant la crise du verglas, les enjeux dans la région de Montréal étaient énormes. C'est sûr qu'on pouvait, à un moment donné, on avait un enjeu, là, alors que Montréal ne tenait que sur un seul fil. On peut facilement imaginer là, une île avec 1 million de résidents. Si on est pour perdre ce dernier lien-là avec un minimum de confort et que ça aurait perduré dans le temps, il aurait fallu regarder toutes sortes de scénarios et ne pas exclure non plus l'évacuation là, d'une population. Alors, mais quand on parle d'1 million de personnes, on peut facilement s'imaginer la complexité que ça pourrait représenter, d'autant plus qu'il y avait des ports fermés. Alors, les gens étaient comme prisonniers sur l'île. Alors, c'était vraiment d'envisager comment on était capable éventuellement, là, si la situation avait dégénéré encore davantage, comment on aurait pu leur apporter de l'eau, leur apporter de la nourriture, leur apporter des vêtements, tout comme aussi, en même temps, au niveau logistique, pour réparer le réseau, on avait besoin énormément de fils et de poteaux. Et ça, il fallait lancer des appels un peu partout en Amérique pour essayer de trouver 3, 4, 5 000 poteaux et les acheminer vers Montréal. Alors encore là, au niveau logistique, ça a été énorme. Et en même temps aussi, il fallait également répondre au téléphone puisqu'on recevait au service à la clientèle entre 250 et 275 000 appels par jour, ce qui n'était pas rien non plus. Donc, quand tu disais tantôt, Montréal ne tenait qu'à un fil, c'est littéralement. Ah oui, littéralement, là. Oui. Oui. Un vrai fil. La dernière chose qu'on voulait dire, c'était lequel? Puis, tu sais, je pense qu'à un moment donné, il y avait seulement que le tunnel qui restait ouvert, hein, comme accès à l'île. Oui, absolument. Oui, les ponts étaient fermés parce qu'il y avait... les fils étaient vraiment enrobés là, de glace, là, mais de plusieurs... dizaines de millimètres là, d'épaisseur. L'enjeu numéro 1, la ville de Montréal. Qu'est-ce qu'on fait si on a seulement qu'il y a au Centre Bell pour s'alimenter, là, je sais pas, une douzaine de mégawatts, je pense que c'était. Puis ce qu'il y a au casino, il y a des grosses machines pour fournir l'électricité. Je pense qu'au total, on avait 60 mégawatts, mais là, ça va plus, là, tu sais. Il y a une grosse différence entre 600 qu'on avait encore puis 60 qui va nous rester. Alors là, c'est l'urgence. On ne sait pas quoi faire. La ville commence à avoir peur car les usines d'alimentation en eau, évidemment qu'on les fournit. Puis on n'a jamais pensé ne pas les fournir. Ils font partie des clients prioritaires, bien sûr. On avait, je sais pas, les communications ne s'est pas rendu jusque-là. Fait que la ville était très inquiète. On les a rassurés. Puis on a déclaré l'état d'urgence. Parce que là, on ne savait pas où ça finirait, cette affaire-là. Vendredi midi, on a notre 600 mégawatts. La ligne qui reste dans le nord-ouest de la ville qui alimente pour 500, 600 mégawatts. Elle a un galop dessus. On a continué à ajouter du poids sur les fils. Les pylônes ils vont s'écraser comme les autres. C'est là qu'on était dans notre dernier tranchée. J'ai regardé au ciel, j'ai dit là, il faut que ça s'arrête. Nous autres, on a tout fait là. Des moyens, on en a plus. On a tout sorti. Alors là, il faut que ça arrête. C'est assez, ça. Puis ça a arrêté. C'était... ça, je vais m'en rappeler toujours, évidemment. C'est un appel que je lance immédiatement à tous les Québécois, à toutes les Québécoises qui sont pourvus d'électricité et dans les secteurs qui sont avoisinants à ceux qui n'en sont pas, de communiquer avec leurs parents, leurs amis qui sont dans la difficulté, de les inviter et même de les convaincre à venir demeurer chez eux. Je crois qu'il faut le faire de façon généralisée. Nous comptons là-dessus. C'est une partie du plan qui est très importante, probablement la plus efficace, qui devrait régler la plus grande partie du problème.
Le 10 janvier, le Québec peut enfin penser à se relever. On entend alors un mot code pour une opération. On entend le mot Opération Verglas. Qu'est-ce que c'était à ce moment-là, exactement? C'est là le premier ministre qui invitait tout le monde à prendre soin de tout le monde, de leurs voisins, d'abord de leur famille, bien sûr, après ça, de leurs voisins, de leurs amis, puis de la parenté. Et là, ça se met à s'entraider. Parce que là, on est juste 9 jours plus... même pas, là, on est 7 jours plus tard. Mais pas une semaine. Ça a commencé le lundi, ça, on est rendu le samedi. Les gens se sont pris en main. Les Québécois se sont pris en main. C'est ça qui est arrivé. Qu'est-ce que les gens vivaient? Les gens, au début, même très rapidement, les gens ont été très, très supporters de Hydro-Québec. Ils faisaient visiblement tout ce qu'ils pouvaient pour nous aider, pour nous supporter, nous encourager. Parce que le premier ministre les avait convaincus de leur rôle à jouer. C'est ce qu'il leur disait, la fameuse conférence de presse dès le début. Vous avez un rôle à jouer. Ceux qui en sont en situation où ils peuvent aider leurs voisins, prendre soin de leur famille d'abord, aider leurs voisins, aider leurs amis, aider la parenté. Ça, c'est votre devoir. Faites ça. On va vous distribuer du bois dans les parkings des centres d'achat, là, puis vous allez les tenir chez vous, au chaud. On va faire en sorte que vous ayez la nourriture qu'il faut, puis tout ce que c'est qui est nécessaire pour assurer la sécurité physique des personnes. Les gens ont embarqué là-dedans. Ils ont embarqué solidement là-dedans, à tel point qu'aujourd'hui, si vous leur demandez c'est quoi votre souvenir du verglas, là, ils vont vous expliquer ce qu'ils ont fait de leurs voisins. C'est ça leur souvenir. Et ils se sentent bien d'avoir fait ça. Il y avait la fierté. La fierté des employés d'Hydro-Québec là, avait été communiquée à tous les Québécois. C'était devenu une fierté québécoise que d'avoir fait ça. Alors, imaginez-vous que nos employés, là, quand ils rentraient dans un restaurant le midi, là, ils se faisaient applaudir. C'est pas mal bon pour la fierté, ça. Il n'y a pas de discours d'un président qui peut égaler ça. Hein. Quand les clients applaudissent les employés, là, il y avait de l'enthousiasme. Les monteurs de ligne là, travaillaient 16 heures par jour. Ils ne demandaient pas à arrêter. Et ils travaillaient 16 heures par jour, puis ils ont fait ça 2 semaines de suite. C'est nous qui avons été obligés de leur dire, là, c'est assez, là, vous allez revenir à des conditions de travail plus normales. Il va finir par y avoir des accidents, vous êtes trop fatigués. C'était un moment où tout le monde peut être fier, hein? Tous les Québécois et tous les employés d'Hydro-Québec. Monteurs de ligne inclus. Hein? C'est facile de monter. Imaginez-vous monter dans un pylône là, quand il est plein de glace. Hein? Vous voyez en haut, non seulement vous êtes attaché, vous êtes pas seulement, vous pouvez même pas vous sécuriser avec des ferrangles, parce que le ferangle est bien de glace. Il y avait des risques à cette affaire-là. Ils ont été extraordinaires. D'ailleurs, le 15 janvier, on est témoin d'un rebranchement spectaculaire d'une ligne à haute tension en hélicoptère. Pouvez-vous nous raconter comment ça s'est passé, cette opération? Alors, le fil de garde, c'est le paratonnerre, ça, au-dessus des fils qui traversent le Saint-Laurent à hauteur du Pont-Mercier, dans le coin du Pont-Mercier. Ça amène la production de Beauharnois à Montréal. Ça fonctionne pas parce que le paratonnerre, il est tombé sur les fils. Les fils sont groundés, en quelque sorte. Alors, faut enlever le fil de garde de là. Comment on fait ça? Faut aller monter sur le pylône. Et là, il y a la glace, puis je sais pas, vous avez vu, ça, c'est des pylônes, ils sont très hauts, ces pylônes-là. Alors là, on m'a appelé, puis on m'a dit, écoute, on a préparé l'opération suivante, mais là, c'est très risqué, alors on veut en parler au président. Oui ou non, on autorise cette personne-là à monter en hélicoptère au-dessus du pylône, s'approcher, que l'hélicoptère s'approche le plus possible du pylône, puis que lui saute sur le pylône. Donc, là, on dit, on décide pas de ça, nous, M. Caillé, c'est vous qui allez en décider. J'ai dit après m'être assuré que tout ça, c'était volontaire,
que les risques étaient quand même assez contrôlés. Le gars restait attaché. Par la suite, on allait lui mettre un filet, puis on avait les moyens d'aller le chercher là, d'une façon assurée. Ben, il l'a fait. C'est un geste absolument héroïque. Puis il a décroché le fil de garde d'après le pylône. Il est tombé dans le fleuve, le fil de garde. Puis là, on a pu rétablir. Beauharnois, c'est 1300 mégawatts. Ça. Rappelez-vous qu'on a 600. On a passé de 600 à 1900. Là, on se trouvait bien à l'aise. On n'avait pas 17 000, on se trouvait pas bien à l'aise par rapport à 600. Le 15 janvier, on est témoin du rebranchement spectaculaire d'une ligne à haute tension par hélicoptère. Je lisais un article où il y avait des commentaires des gars qui avaient procédé à la réparation, tu sais, puis pour eux, c'est comme genre... C'était comme, on était prêts pour ça, c'était notre travail, puis ils cherchent pas à aller chercher plus de gloire autour de ça. Mais peux-tu me raconter comment s'est passée l'opération, mais surtout, est-ce que c'est une opération qui a été largement médiatisée? Est-ce que tu avais une stratégie pour valoriser le travail des gens sur le terrain à ce moment-là, justement pour garder l'engagement des Québécois autour de leurs équipes d'Hydro-Québec? Il y avait une stratégie pour mettre en valeur le travail de notre personnel sur le terrain. Lorsqu'il est venu le temps de faire cette opération héliportée, nous, on avait eu l'information comme quoi il s'agirait d'une première mondiale. Alors, donc, on a mis toute la gomme pour justement faire la promotion de cette opération. Tous les médias voulaient la suivre et le mauvais temps à l'époque a fait que ça a été retardé peut-être de 24 heures. Alors, ça a créé comme une espèce d'engouement où d'heure en heure, on disait, ben là, on va avoir une première mondiale et tout ça. Finalement, on a réussi à faire l'opération héliportée pour se rendre compte par la suite que c'est une opération que même nous, on avait fait plus de 1500 fois. mais pas dans des circonstances, avec autant de verglas, par contre, sur le matériel. Non, mais disons que je me souviens, c'était Denis Arcand à la presse qui avait sorti l'article et puis on a fait un mea culpa. Disons qu'on avait beurré épais là, pour l'occasion, mais là, c'était un concours de circonstances là, puis qui a fait que finalement, ça il y a eu une enflure là, médiatique là-dessus. Hein. Mais les symboles ont été importants pendant cette crise-là. On dirait que les gens ont eu besoin justement de pouvoir se rassembler autour des symboles. On a vu toutes sortes de choses. Puis tu sais, j'aimerais ça te parler, pourquoi un col roulé, par exemple, avec un logo dessus pour M. Caillé est devenu un symbole si important? Dans l'analyse qu'on a fait par la suite, puis je l'enseigne aujourd'hui, c'est que dans toute crise, on a besoin d'un porte-étendard, puis on a besoin aussi de repères. Donc, à l'époque, le fait que les porte-paroles étaient très présents, ça a créé, dans le fond, un engouement autour des différents porte-paroles. M. Caillé est devenu très populaire. Je suis devenu très populaire, un peu comme Horacio Arruda aujourd'hui. Mais en même temps aussi, les symboles sont importants. Alors, le fameux col roulé comme tel, en fait, c'est un accident de parcours puisqu'on était à Saint-Hyacinthe. J'étais avec André Caillé lorsque on est allé rencontrer le personnel du service à la clientèle à Saint-Hyacinthe et pour les encourager. Et il y avait à l'époque Philippe Schnob de Radio-Canada qui était sur place et qui tenait à ce que M. Caillé lui accorde une entrevue. Et par la suite, c'est devenu une entrevue à 22h en direct au Téléjournal avec Bernard de Rome. Alors, comme le quart de reportage était à l'extérieur, comme M. Caillé arrivait de Paris et qu'il était légèrement vêtu, alors son chauffeur lui a donné donc un col roulé pour mettre sous son paletot pour la durée de l'entrevue. Et quand l'entrevue s'est terminée, ben, il l'a gardé. Alors, c'est devenu, dans le fond, un symbole.
Vous allez trouver ma prochaine question un peu comique, mais pourquoi votre col roulé avec un logo d'Hydro-Québec est devenu un symbole important? Essentiellement, la première fois que je l'ai mis, c'est parce que j'avais froid. Point. Alors, et c'est le seul chandail que j'ai trouvé. Alors, je l'ai mis parce que c'est comme ça. Et là, le lendemain, sur le lendemain, à Hydro-Québec, je m'en vais, comme à tous les jours, au bureau du premier ministre. Et j'arrive là, habillé avec une cravate, là, vraiment, habillé comme un monsieur bien. Là, en tout cas, comme un PDG. Comme un PDG, ouais. Et là, le chef de cabinet, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais habillé de main? Ben, habillé de main. Gros de main. Il dit, va remettre ton col roulé. Eux autres, je sais pas trop, tu sais, je pense qu'ils faisaient des sondages, puis leur affaire marchait assez bien. Et le symbole est porteur, tu sais. Ben quoi, le gars, imaginez-vous, celui qui fabriquait les fameux cols roulés, lui, il en a vendu en Moses, hein. Il était bien content de son coup. Celui-là qu'on avait toutes sortes de couleurs, je sais pas trop quoi. J'en ai encore un. Il y en a encore un que j'ai jamais mis. Et à mon départ, mais c'était un cadeau de départ. Il est en haut ici, là, dans le garde-robe. Jauni un peu, parce que là, écoute, ça fait 25 années. Ouais. Sa valeur de symbole, sa valeur d'uniforme. Les gens aiment ça. C'est comme c'est un uniforme. Et les uniformes québécois, là, tu sais, ça, tu peux porter un uniforme canadien, mais tu sais, comme on est, nous autres, on est Québécois, on aimerait bien ça, un uniforme québécois. Alors là, on s'en est trouvé un d'un coup sec, par hasard. Puis les employés d'Hydro-Québec, ils avaient bien ça. Flanagan, il portait ça tout le temps. L'outil, tout le monde portait ça. Pouvez-vous nous raconter les événements qui ont mené à l'extinction du logo, on est encore dans les symboles, du logo d'Hydro-Québec sur le siège social le 13 janvier? Ouais, ça s'est décidé dans mon bureau, ça. On ne peut pas demander à nos clients de réduire au minimum leur consommation sans montrer qu'on fait la même chose. Alors, on dit, on éteint le logo. Ils m'ont répondu, il se rallumera pas. Ben, il se rallumera pas, c'est tout. Puis finalement, il s'est rallumé. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ils m'ont dit, si on l'éteint, c'est pas fait pour être éteint, il faut que ça soit toujours allumé, cette affaire-là. En tout cas, on l'éteint pareil. C'était pour démontrer qu'on s'appliquait à nous ce qu'on demandait aux autres. La solidarité, j'ai une anecdote là-dessus. À un moment donné, on me demande d'intervenir dans les médias pour demander aux gens de réduire leur consommation d'électricité parce que on commençait à rétablir plusieurs lignes du réseau de distribution. Et lorsqu'on le fait, puis surtout quand on a beaucoup de rebranchements là, comme ça, le réseau se rééquilibre. Okay? Alors, pour éviter qu'il y ait des perturbations ou qu'on ait, à cause de ça, le déclenchement de nouvelles pannes, fait qu'on me dit, ben, peux-tu demander aux gens de réduire leur consommation d'électricité? Alors, c'est ce que je fais. Je fais tourner de médias. Il faut dire que j'avais 13 plateaux de télé, moi, devant moi, là, dans le hall d'entrée d'Hydro-Québec. Alors, je me promenais d'un à l'autre et tout ça. Et après 15 minutes, on est revenu me revoir pour dire, peux-tu spécifier que c'est juste pour la région de Montréal parce qu'au Saguenay, ils ont arrêté de consommer. Fait que là, on perd de l'argent. Alors, les gens se sentaient tellement solidaires que à chaque fois qu'on leur demandait de faire quelque chose, ils le faisaient. Alors ça a été aussi très précieux également pour nous permettre tous ensemble de passer au travers. Et on l'a vu aussi également au printemps dernier avec le début de la crise sanitaire, alors que les Québécois écoutaient, ils respectaient dans le fond toutes les consignes qui étaient demandées. En fait, croyez-vous que la crise du verglas a fait école pour le Québec? Fait école? Je laisserai ça aux spécialistes. J'ai participé à des colloques sur la gestion de crise puis les communications en temps de crise, etc. Moi, je n'étais pas, je suis toujours pas, je pense, un spécialiste des communications. Mais ce que j'ai fait, c'est très simple. C'est ici, on dit la vérité, toute la vérité. Voici où nous en sommes et voici ce que nous faisons. C'est le plan A, puis si ça marche pas, ben, j'ai un plan B dans ma poche. J'avais appris ça au collège militaire. Savamment, au collège, ils appelaient ça de Method of Alternative Strategies.
Au Québec, on appelle ça plan A, plan B. Ça veut dire la même chose. Bon, on avait ça, puis ça aide ça à l'efficacité, hein, parce que le plan A, il marche pas toujours. Si t'as pas de plan B, là, il y a bien des pertes de temps. Mais si t'as un plan B, tu récupères beaucoup de temps. Alors, bon, c'est ça qu'on a fait. Est-ce que cette gestion de crise-là a permis de préparer le Québec pour les crises qui ont suivi? Oui. Première conséquence, ça a emmené le gouvernement du Québec à revoir sa réponse à ce type d'événement. Aujourd'hui, la sécurité civile du Québec est très bien organisée pour répondre à toutes sortes de crises. Les municipalités aussi également, moyennes et grandes envergures, ont des plans de mesures d'urgence qui sont de normes mondiales. Le Québec s'est doté aussi de beaucoup d'équipements. En même temps, c'est pas parfait. On le voit présentement avec la crise sanitaire. Il y a des choses, je pense que d'une crise à l'autre, on apprend. Et c'est ce qui fait qu'on devient une société de plus en plus résiliente pour faire face à ce type de crise. Comment cette crise-là a-t-elle transformé le Québec? Ah, c'est une très bonne question. Et ça m'atteint très directement. Je pense que ça nous a montré, dans les années 90, ça nous a montré que quand on se tient ensemble, épaule à épaule, solidaire, enthousiaste, on est capable de s'occuper de nous autres. On est capable de prendre charge de nous autres. Ici, au Québec, on est capable de prendre charge de nous-mêmes. C'est ça que ça a montré. Écoute, là, c'est un côté extrêmement positif du verglas. Il y a des côtés négatifs, hein. Faut pas s'en cacher. Ça a coûté cher, entre autres. Mais en tout cas, ça a fait ça aussi. Ça reste. Tous ceux qui l'ont vécu l'oublieront jamais. Dans le prochain épisode, on débute un nouveau thème, la catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic. La nuit du 5 au 6 juillet 2013, un train transportant 72 citernes remplies de pétrole brut déraille près du centre-ville. Comment la mairesse Colette Roy-Laroche et la première ministre Pauline Marois ont collaboré d'une manière étroite et particulière pour aider à rebâtir la communauté. À bientôt. Animation, Benjamin Tremblay et moi-même, Denis Martel. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Merci à Joshua Ménard Suarez à la recherche. Une production Cube Radio.